Les Alpes de Haute-Provence. Cette région montagneuse, d'ordinaire si paisible, a été le théâtre du 3e crash le plus meurtrier que la France ait jamais connu. Le crash du vol 95-25 de la Germanwings, un avion de ligne, pulvérisé au fond d'un ravin. Cet avion va percuter le sol à quelque chose comme 700 km/h. La collision a été frontale et violente. On voit pas de réacteur, on voit pas de roue, on voit rien du tout. 150 passagers et membres d'équipage qui subitement disparaissent. À l'aéroport, un homme avec un mégaphone a dit « Il n'y a pas de survivants ». Il y a tant de malheurs et de catastrophes dans ce monde. Cette fois, c'est à notre tour d'être frappés. Le drame va profondément choquer l'opinion publique. Car à la stupeur générale, cette catastrophe a été orchestrée par un seul homme. Andreas Lubitz est en train de se tuer. Un copilote dont le plan machiavélique, particulièrement périlleux, a fonctionné. Il est dans le top 5 des tueurs de masse de l'histoire de l'humanité. Que s'est-il précisément passé pour que cet homme de 27 ans parvienne à cracher l'avion sans que personne ne puisse l'en empêcher? En quoi son parcours éclaire les raisons de son geste fou? Être pilote, c'est tout pour lui. C'est son rêve depuis le lycée. À partir des enregistrements des boîtes noires. Ouvre cette porte, Andreas. Minute par minute, enquêteurs, experts et proches des victimes reviennent sur le crash de la Germanwings, qui a marqué leur vie et leur carrière. Ce que l'on perçoit, c'est un rythme de respiration classique, constant, ni stress, ni agitation. On commence à taper sur la porte, un coup de poing, un coup de pied. Tout le monde réalise que le relief s'approche, que l'avion est toujours en descente. Les passagers ont vu les dernières minutes de leur vie. Mardi 24 mars 2015, au cœur des Alpes de Haute-Provence. C'est un matin classique. Je donne du foin, des céréales aux brebis comme tous les matins. À ce moment-là, j'entends un bruit inhabituel. L'avion, je le vois sortir de là et disparaître derrière cette crête. C'est un avion qui paraît énorme par rapport à l'altitude où il est. Cet avion est un Airbus A320. Il frôle les sommets enneigés à très haute vitesse, le nez pointé vers le sol. Les avions, on ne les voit jamais passer aussi bas. Il est à moins de 2000 et juste derrière, il y a une chaîne de montagne à 3000 mètres d'altitude. Dans ma tête, je me dis, il n'y a pas d'issue, le crash est assuré, quoi. Ça ne pouvait pas passer. Quelques secondes plus tard, à 6 km de là, c'est au fond de cette vallée que l'appareil a fini sa folle descente. À cet instant, tout le monde pense à un accident ou à un détournement. Le vrai scénario, personne ne l'imagine encore. Celui d'un homme qui, sans armes ni violence, est parvenu à ses fins. Andreas Lubitz est du genre déterminé. À 27 ans, ce jeune Allemand enchaîne les marathons. C'est pas Ironman, mais quand même, il est en bonne constitution physique. Sportif accompli, Andreas Lubitz court depuis tout jeune après un autre objectif. La chambre d'adolescent de Lubitz est tapissée d'Airbus, de Boeing, de la Lufthansa, de bouquins sur l'aéronautique. Il est rentré dedans très tôt et il n'en est jamais sorti. Il a toujours voulu être pilote. C'est quelque chose qu'il rêvait de faire depuis le lycée. Un rêve devenu réalité. Depuis un an, Andreas Lubitz est copilote au sein de la Germanwings.
il a déjà accumulé 540 heures de vol. Un bon salaire, une compagne, tout lui réussit. Du moins en apparence. La réalité est autrement plus sombre. Mardi 24 mars 2015, 9h, aéroport de Barcelone. Sur le tarmac, un Airbus A320 s'apprête à débarquer ses passagers en provenance d'Allemagne. 4 fois par jour, l'avion de la Germanwings effectue la navette entre Düsseldorf et Barcelone. Germanwings, c'est une compagnie low cost chargée de faire les vols courts moyens courriers pour Lufthansa, depuis l'Europe du Nord jusqu'à l'Espagne, jusqu'à l'Italie, la Grèce. Dans le cockpit ce matin-là, le copilote Andreas Lubitz et à ses côtés, un commandant de bord expérimenté, Patrick Sondheimer, 34 ans, 6700 heures de vol à son actif. Sondheimer, il avait réussi à passer commandant de bord sur long courrier à Lufthansa. Il s'est marié, il a eu des enfants et là, il a demandé à pouvoir revenir plus souvent chez lui. Donc Lufthansa l'a détaché à Germanwings. Il est ce qu'on appelle l'airmanship, c'est le commandant de bord parfait, quoi, celui qui représente la compagnie avec élégance. Ses collègues n'ont jamais un mot contre lui, il est extrêmement poli, correct, bienveillant et extrêmement professionnel. Lors de leur courte escale à Barcelone, les deux hommes ont 1 heure montre en main pour exécuter la checklist habituelle et faire redécoller l'avion direction Düsseldorf. Ils sont un petit peu bousculés par le temps. Le commandant de bord va dire au copilote « Tu vas t'occuper de mettre tout le plan de vol à l'intérieur des instruments de l'avion. Pendant ce temps, moi, je vais aller faire le tour de l'avion du point de vue technique. En même temps, il va contacter la chef de cabine principale pour lui dire « Tu lances l'embarquement ». En plus des 6 membres d'équipage, 144 passagers montent à bord, des anonymes et une célébrité. Rangée 19, c'est là que prend place Maria Radner. Cette star allemande de l'opéra vient de donner plusieurs représentations de Wagner à Barcelone. À bord, elle est accompagnée de son mari et de leur fils, âgé d'1 an et demi. La veille, Maria m'a appelé. Je lui ai dit que j'allais venir les chercher, elle, Sacha et Félix, à l'aéroport. Maria a toujours aimé chanter. Elle avait vraiment une très belle voix. Elle s'est produite dans tous les grands opéras du monde. À Milan, Vienne, Londres, Oslo et même à Toronto. Elle n'est alors qu'au début d'une très grande carrière. Maria Radner installée, c'est au tour de Marta López Izquierdo de progresser dans l'allée centrale de l'avion. Cette Espagnole travaille dans le domaine de la chimie et vit en banlieue de Barcelone avec sa fille. Quand elle est partie, je prenais ma douche. J'ai entendu la porte se fermer. Je ne lui ai pas parlé ce matin-là. Ma mère voyageait beaucoup pour son travail. Elle est allée en Chine, au Brésil, à Cuba. Je l'admirais beaucoup pour avoir su concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle. C'est ce qui lui a permis de devenir une personne importante dans le monde de la chimie. À Barcelone, l'embarquement du vol 95-25 de la Germanwings touche à sa fin. Les 144 passagers et 6 membres d'équipage sont à bord lorsque les portes se referment. L'Airbus A320 entame alors sa phase de recul. L'Airbus A320 est un avion qui a été conçu dans les années 80 par Airbus. C'est un avion monocouloir, c'est-à-dire que vous avez un seul couloir central et des passagers de part et d'autre de ce couloir. Il s'agit d'un avion court moyen courrier.
Il y en a environ 11 000 en service aujourd'hui. Airbus aime à dire que toutes les 2 secondes, un A320 décolle ou atterrit quelque part dans le monde. Avec ses 37 mètres de long pour 34 de large, l'Airbus A320 de la Germanwings affiche 70 tonnes sur la balance. Avant de prendre son envol depuis Barcelone, l'avion compte 58 000 heures de vol en l'espace de 24 ans. L'âge de l'avion ne questionne pas. Un Airbus A320 est conçu pour avoir une durée de vie comprise entre 30 et 40 ans. Il venait de subir une inspection de maintenance la veille. Il a été jugé parfaitement apte à voler. Le ciel est dégagé, la visibilité supérieure à 10 km. Lorsqu'à 10h01, l'avion de la Germanwings s'élève dans les airs. C'est un trajet sans encombre qui s'annonce pour l'équipage et les passagers. Ils vont monter jusqu'à 38 000 pieds. L'altitude de croisière que le contrôleur aérien leur a ordonnée. Pour se rendre de Barcelone à Düsseldorf, un trajet d'un peu plus de 2 heures, l'avion met le cap nord-est et survole la Méditerranée. En cabine, le service à bord est lancé. Au même moment, dans le cockpit, le commandant de bord et son copilote prennent eux aussi le temps de se restaurer. L'atmosphère du cockpit est typique d'un vol de cette durée, plutôt convivial. Enquêtrice au BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, Fanny Rome a étudié l'enregistrement de la boîte noire qui retranscrit les échanges dans le cockpit. Il y a une brève conversation avec une hôtesse et ensuite une conversation entre les 2 pilotes sur la gestion du vol. L'ambiance est vraiment normale, détendue même, beaucoup de plaisanteries. Il n'y a absolument rien au départ qui laisse à penser qu'il y a un problème quelconque. Tout est normal. Une normalité de façade. En réalité, le copilote Andreas Lubitz ne compte pas mener les 149 passagers jusqu'à destination. Il a un plan. Cracher l'avion. Derrière son sourire enjôleur, le jeune copilote dissimule une profonde détresse. Celle d'un homme malade et suicidaire. Le copilote souffre d'un trouble psychiatrique qui peut être vu comme un épisode dépressif psychotique. Depuis plusieurs mois, sans que personne ne le sache, Andreas Lubitz a perdu tout contact avec la réalité. Il est persuadé de perdre la vue. Il dit qu'il ne voit plus que 30% des objets. Évidemment, pour le vol, c'est un problème. Il a alors consulté des médecins. On lui a fait une batterie de tests. Ils ont ausculté ses yeux, vérifié s'il y avait un problème neurologique. Il a vu une quarantaine de médecins et quasiment tous ont convergé vers cette idée qu'il était victime de psychose et il était en train d'aller dans un délire. On lui a prescrit des anxiolytiques, des antidépresseurs et des somnifères. Des médicaments, dont certains qui sont interdits de consommation par les navigants, à plus forte raison pilotes. C'est quelqu'un qui n'est pas apte à piloter un avion. Des médecins ont conseillé son hospitalisation. Lubitz refuse. Et tenu par le secret médical, aucun de ses médecins n'alerte alors son employeur. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant, pas plus sa famille que sa compagne et certainement pas Lufthansa ou Germanwings. Il avait cette épée de Damoclès médicale. Si la moindre chose comme ça se sait, c'est terminé. Le contrat, il est rompu. Et adieu la compagnie et adieu le vol. Perdre
la fonction de pilote, alors qu'il est au début de sa carrière, pour lui, c'est tout simplement impensable. Il ne peut pas admettre un tel échec, il sent qu'il ne va pas le supporter. Il n'a pas assez de force pour endurer ça. Être pilote, c'est tout pour lui. C'est son rêve depuis le lycée. Si je dois perdre ça, eh ben, il faut que je perde la vie. Voler ou mourir. À 27 ans, Andreas Lubitz a pris sa décision. Sans appel. Seulement à bord du vol 95-25 en direction de l'Allemagne, personne ne se doute des intentions du copilote. À commencer par le commandant de bord, Patrick Sondheimer. Il faut dire que c'est la première fois que les deux hommes travaillent côte à côte. Le fait de changer d'équipage en permanence, c'est la règle dans toutes les compagnies mondiales. Quand on travaille toujours avec la même personne, on va avoir des habitudes qui vont se créer et on va moins contrôler ce que fait l'autre personne. Lorsque quelqu'un fait une action dans le poste, l'autre vérifie qu'il a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait le faire. C'est la règle de base de l'équipage. L'appareil vole à 830 km/h lorsqu'il atteint les côtes françaises. Il est 10h30. Le contrôle aérien de Marseille donne alors à l'équipage instruction de faire route vers le point Irmar. Le point Irmar, c'est un point de navigation identifié grâce à des balises et ça permet aux contrôleurs d'organiser les trajectoires des différents avions. Que ce soit le pilote, que ce soit le contrôleur aérien, tout le monde sait exactement, au mètre près, quelle est la route que l'on va suivre. À bord, le commandant obtempère. Direct Irmar, merci. Germanwings 18 Golf. Ce sera la première et la dernière communication avec le contrôle aérien de Marseille. Alors que le vol se déroule normalement, Andreas Lubitz, le copilote, suggère au commandant de bord de s'absenter. Du kannst jetzt gehen, ça veut dire tu peux y aller. Vas-y, c'est bon. Comme l'escale a été très courte à Barcelone, le commandant de bord n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes. À 3 reprises, Lubitz l'invite à quitter le cockpit. Ce qu'il veut, c'est que le commandant de bord sorte, être seul dans le poste. Le commandant demande alors à Lubitz de le remplacer aux manettes. Tu peux prendre le relais? Espérons, on verra. Espérons, on verra. Quand on connaît la suite de l'histoire, ça interroge, c'est troublant. À 10h30 et 24 secondes, le commandant se lève et referme la porte derrière lui. Andreas Lubitz est alors seul aux commandes, comme prévu. Ce jour-là, il y avait un seul problème technique sur cet avion, c'était les toilettes. Les toilettes à l'avant ne fonctionnent pas. Donc, le commandant de bord va partir jusqu'au bout de l'avion pour aller dans les toilettes arrière. Un trajet d'une trentaine de mètres et des secondes supplémentaires passées en dehors du cockpit, qui auront des conséquences lourdes sur la suite des événements. À l'approche des Alpes, l'avion de la Germanwings navigue à plus de 11 000 mètres d'altitude lorsqu'il s'incline légèrement vers l'avant. Autrement dit, il descend. Une descente qui n'est absolument pas demandée par le contrôleur ni liée à aucune nécessité technique. À raison d'1 km par minute, cette descente en douceur répond à la volonté d'un seul homme, Andreas Lubitz. Le copilote a mis son plan à exécution. Le commandant de bord, à peine il est sorti, dans les 20 secondes qui suivent, il prend l'indicateur d'altitude, qui est à 38 000 pieds, et il met 100 pieds. 100 pieds, c'est l'altitude minimale qu'il peut sélectionner. 100 pieds, c'est 30 mètres par rapport au niveau de la mer.
alors qu'il est au-dessus des Alpes, donc très largement en dessous du sol. Lubitz mène l'Airbus tout droit à la catastrophe. En réponse à cette sélection, l'avion va se mettre en descente dans un mode de guidage vertical qu'on appelle open descente. Pour mener à bien son projet funeste, Lubitz s'en remet au pilote automatique. À 10h33, il modifie la consigne de vitesse et la fixe à 302 nœuds, soit 560 km/h. Il ne faut pas dépasser une certaine vitesse. Sinon, le pilote automatique de lui-même, pour ralentir l'avion, va relever le nez de l'avion. Donc il ne descendra plus. Donc il va régler cette vitesse pour que, en permanence, l'avion reste sur la même pente de descente jusqu'au sol. Et du point de vue technique, il le fait très bien. Dans sa descente, l'Airbus A320 maintient une inclinaison de 4 degrés. C'est à peine 1 degré de plus que lors d'un atterrissage, donc quasiment imperceptible pour les passagers. La mise en descente dans les premiers temps ne va pas interpeller qui que ce soit à l'intérieur de l'avion. Les passagers, ils savent pas exactement où on en est du vol. Pour eux, un changement d'altitude n'a pas de signification. On était à 11 km, on est à 10, on est à 9. Pour eux, c'est pareil. En revanche, au sol, les aiguilleurs du ciel, eux, ne vont pas rester de marbre. L'avion est en descente depuis moins de 3 minutes lorsque le contrôle aérien de Marseille contacte l'équipage. Germanwings, ici Marseille. À quelle altitude de croisière avez-vous été autorisé? Il est tout à fait légitime de leur part de questionner l'équipage pour savoir pour quelles raisons ils ont mis en descente l'avion. Et absolument aucune réponse. Et il le relance. Germanwings, ici Marseille. À quelle altitude de croisière avez-vous été autorisé? Pas de contact, pas de signe d'alerte, rien. Et cet avion qui continue à descendre en permanence. L'avion a déjà perdu plus de 2000 mètres d'altitude et vole maintenant à 9 km au-dessus du sol. Le contrôleur aérien va se questionner pourquoi l'équipage ne répond plus. Il peut s'agir d'un problème à bord, c'est-à-dire une défaillance technique majeure qui impose à l'équipage de descendre. Le contrôleur aérien, au début, il pense à un problème de dépressurisation. Il faut descendre le plus rapidement possible pour que tous les passagers et l'équipage puissent respirer normalement. Respirer normalement, c'est précisément ce que fait Andreas Lubitz, seul et mutique dans le cockpit. Ce que l'on perçoit à partir de l'enregistrement audio, c'est un rythme de respiration classique, constant, ni stress ni agitation. En cabine, il en est un en revanche qui va connaître une accélération soudaine de sa respiration. Le commandant de bord, lorsqu'il sort des toilettes, il va remonter toute la cabine. Il voit très bien à travers le hublot les reliefs des Alpes, il voit l'avion en descente. Il se dit, tiens, pourquoi on descend? 4 minutes après en être sorti, Patrick Sondheimer demande à revenir dans le cockpit. Il suit alors une procédure de sécurité qui remonte à des détournements d'avions entrés dans l'histoire. Les attentats du 11 septembre 2001 ont tout changé. Avant 11 septembre, la porte du poste de pilotage n'était jamais verrouillée. Jean Serra a été commandant de bord pendant 15 ans. Souvent, dans certains vols, on avait même la porte qui restait ouverte. Le 11 septembre, des pirates de l'air armés de couteaux sont entrés dans le cockpit, ont tué l'équipage et pris le contrôle de l'avion. En réaction, on a alors décidé de renforcer la porte du cockpit. À présent, sur tous les avions de la planète, la porte du cockpit et les cloisons qui l'entourent sont entièrement blindées. Une armature en nid d'abeille conçue pour résister à des rafales de Kalachnikov.
ou même une explosion d'une grenade. C'est une porte très lourdement blindée et très difficile à franchir. Une porte maintenue fermée en permanence par 3 verrous renforcés et contrôlée électriquement depuis un boîtier de commande situé entre les 2 sièges de pilotage. Seule la personne à l'intérieur du poste peut déverrouiller la porte. L'Airbus A320 de la Germanwings poursuit sa descente. Il est à 7500 mètres du sol lorsque le commandant de bord réclame l'accès au cockpit à son collègue. De façon classique, le commandant de bord saisit un code. C'est un code qui est connu exclusivement de l'équipage. À l'intérieur du poste, il va y avoir une alerte sonore. En même temps, l'écran de la caméra qui est au-dessus de la porte va montrer qui est devant la porte. Lubitz voit son commandant de bord et il est alors le seul à pouvoir le faire entrer. Le copilote a juste à pousser le boîtier de commande sur la position unlock pour déverrouiller la porte du cockpit. Il a que à relever le petit loquet, mais Lubitz, il ne le fait pas. Personne ne doit se mettre en travers de son chemin. La seule réaction d'Andreas Lubitz est de faire grimper la consigne de vitesse à 350 nœuds, près de 700 km/h. Andreas, c'est moi. À 10h35, le commandant prononce une première fois le prénom de son copilote. Il interpelle le copilote pour lui demander l'ouverture et il utilise aussi à plusieurs reprises l'interphone qui permet des communications de la cabine vers le cockpit. La porte ne s'ouvre pas. Là, il se dit, il y a quelque chose. Peut-être qu'il a eu un malaise ou quelque chose comme ça. Heureusement, il existe dans ce cas un code d'urgence. On compose le code d'urgence et au bout de quelques secondes, s'il n'y a aucune action sur les instruments, la porte se déverrouille et s'ouvre. Le problème, c'est que à l'intérieur du poste, le copilote a mis le fameux interrupteur de ce loquet de porte sur lock, c'est-à-dire sur fermé, sur bloqué. À partir du moment où un pilote choisit la position lock, il condamne l'entrée du cockpit. Lubitz, fidèle à son plan, a fait du cockpit une forteresse imprenable. Après les attentats de 2001, on n'a pas imaginé que le problème puisse venir d'un des 2 membres de l'équipage. On a résolu un problème en empêchant les gens d'entrer, on en a créé un autre en empêchant les gens de revenir dans le poste. Enfermé à l'extérieur du cockpit, le commandant de bord, Patrick Sondheimer, hausse le ton. Andreas? Andreas? Là, il réalise qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. À 10h36, le commandant frappe une première fois à la porte. Puis il frappe encore et encore. Il commence à taper sur la porte, un coup de poing, un coup de pied, et de plus en plus fort, en hurlant. Ouvre cette porte, Andreas. Pour l'amour de Dieu, ouvre cette porte. Andreas Lubitz est en train de se tuer. Il le réalise. Et il va tout faire pour défoncer la porte. Sondheimer, il a de l'expérience. Il sait que ça va pas être très long, qu'il n'a pas beaucoup de temps devant lui. En l'espace de 7 minutes, l'avion est passé de 11 500 à 4 500 mètres d'altitude. En cabine, la panique commence à se répandre parmi les passagers. Les passagers, ils pensent sûrement à un scénario terroriste. Ouvre cette foutue porte. Quelqu'un a pris le contrôle de l'avion. Tout le monde réalise que le relief s'approche, que l'avion est toujours en descente. Il y a quelque chose de gravissime qui est en train de se passer. 10h38. L'avion survole les Alpes à moins de 4000 mètres d'altitude. Derrière la porte qui le sépare de son copilote, Patrick Sondheimer tente alors le tout pour le tout.
Il y a un pied de biche dans l'arrière de l'appareil, il demande qu'on aille lui chercher le pied de biche. Il commence à frapper à la porte. Il est père de famille, il a 2 jeunes enfants, donc c'est l'énergie du désespoir. Mais il doit savoir dès le début que ça ne suffira pas. Comment défoncer une porte qui est capable de résister à des grenades? À partir du moment où la porte est fermée, ils sont tous morts. Au sol, cela fait près de 10 minutes que le vol Germanwings 95-25 ne répond plus. Le contrôleur aérien, en l'absence de réponse, il a demandé à d'autres avions alentours de relayer son message. On a ce qu'on appelle les fréquences de secours. Plusieurs avions vont essayer de contacter cet avion et aucune réponse. Dans le cockpit, Lubitz se tait, mais il ne reste pas immobile. À 10h39, il s'empare du mini-manche qui contrôle la trajectoire de l'avion et le pousse vers l'avant. Si jamais on s'approche trop vite du sol, le pilote automatique de lui-même peut avoir une tendance à faire remonter l'avion. Avec ce mini-manche, il peut forcer l'avion à continuer sa descente. Il est déterminé, il veut aller jusqu'au bout à la vitesse maximale. L'appareil approche les 2300 mètres d'altitude lorsqu'une alarme résonne dans le cockpit. Terrain, terrain, terrain. Attention, il faut que vous réagissiez ou sinon vous allez vous écraser. Donc cette alarme s'est déclenchée une trentaine de secondes avant l'impact avec le sol. L'avion frôle alors les sommets enneigés à près de 700 km/h. C'est 3 fois plus rapide qu'une approche d'aéroport. L'impensable est imminent. Sur les boîtes noires, on entend des cris, on entend des passagers qui hurlent. Les passagers ont vu les dernières minutes de leur vie, oui. C'est la sensation la plus horrible qui soit, parce qu'on sait, et il n'y a vraiment absolument rien à faire. À 10h40 et 47 secondes, le vol 95-25 disparaît des écrans radars. Lorsque vous êtes au milieu des Alpes avec un environnement montagneux, il y a un moment où les sommets et les montagnes vont venir cacher l'avion. Un Mirage décolle alors de la base aérienne d'Orange avec ordre d'intercepter l'Airbus. Le pilote doit s'approcher, essayer de guider l'avion ou éventuellement l'abattre si on considère qu'il représente un danger pour la population. Mais il est déjà trop tard. Lubitz est sur le point d'achever son plan macabre. À 10h40 et 59 secondes, au terme d'une descente de 10 longues minutes, le copilote retient son souffle. Il voit la montagne qui arrive et il sait que là ça tape, c'est fini, et la respiration s'arrête. 7 secondes plus tard, l'enregistrement de la boîte noire s'interrompt. L'Airbus A320 de la Germanwings vient de s'écraser de plein fouet dans la montagne. Un crash qui va plonger le monde dans la stupeur. Tant Lubitz avait tout prémédité, jusqu'au lieu précis de l'impact. Dans les Alpes, c'est alors une course contre la montre qui s'engage pour localiser l'avion. Autant on intervient sur des planeurs, des parapentes, mais là tout à coup on nous annonce un avion de ligne. On part sur quelque chose qui est complètement inhabituel pour nous. Fabrice Rouve embarque dans l'hélicoptère qui va survoler en premier le site du crash, à 1500 mètres d'altitude. On regarde un peu partout si on voit quelque chose, forcément. Et au bout d'un moment, sur la gauche, on voit une petite colonne de fumée. Et en descendant, on se parle, on se dit, il n'y a pas d'avion là en fait. Qu'est-ce que c'est qui fume? On voit pas de réacteur, on voit pas de roue, on voit rien du tout. Seul un drapeau allemand sur un morceau de carlingue leur fait comprendre qu'ils sont au bon endroit. Il est 11h09. L'avion s'est écrasé il y a moins d'une demi-heure.
Je me clippe directement sur le treuil pour que le mécanicien puisse me descendre. Arrivé à une dizaine de mètres, apparaissent des restes humains qui tapissent complètement la zone en fait. C'est des bouts de chair, des bouts d'os. C'est un carnage. C'est un carnage. 150 personnes viennent de perdre la vie dans un crash qui ne leur a laissé aucune chance. Vu la répartition, la taille des débris, il apparaît assez évident immédiatement que la collision avec le sol a été frontale et violente. Cet avion va percuter le sol à quelque chose comme 700 km/h, avec un angle de pratiquement 90 degrés. La queue de l'avion a rejoint la tête de l'appareil lors de l'impact en 1/10 de seconde. Ça a tellement été violent qu'on retrouve à 3-4 mètres de profondeur des petits éléments de carlingue et on retrouve aussi des restes humains. En tout, les gendarmes vont dénombrer près de 2700 fragments humains éparpillés sur 3 hectares. La priorité pour nous, c'est qu'ils soient identifiés via l'ADN et remis aux familles. Des familles qui ne vont pas tarder à apprendre la triste nouvelle. J'allais à l'aéroport pour les chercher tous les 3. Pendant le trajet, la radio a annoncé qu'un avion allant de Barcelone à Düsseldorf s'était écrasé. Et là, j'ai eu des sueurs froides. À l'aéroport, je suis allé à un guichet et j'ai demandé s'il y avait 2 avions qui arrivaient en provenance de Barcelone. On m'a répondu « Non, il n'y en a qu'un ». Et là, j'ai dit « Ma famille est dans l'avion qui s'est écrasé ». À l'annonce du crash, Christina, elle aussi, s'est immédiatement rendue à l'aéroport, celui de Barcelone, d'où a décollé l'avion. Je me dis que peut-être j'ai de la chance, que ma mère est seulement blessée, rien de plus. Mais à l'aéroport, un homme avec un mégaphone a dit « Il n'y a pas de survivants ». C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait plus d'espoir. Il y a tant de malheurs et de catastrophes dans ce monde. Cette fois, c'est à notre tour d'être frappés. Parmi les familles endeuillées, la même question revient sur toutes les lèvres. Que s'est-il exactement passé à bord du vol 95-25 de la Germanwings? On est quelques semaines après Charlie Hebdo. La France et même l'Europe étaient en alerte maximale face au terrorisme. Tout le monde a en tête la possibilité d'un détournement. Ils se sont écrasés dans la montagne, mais est-ce qu'ils visaient au départ une cible plus spectaculaire comme la Tour Eiffel? C'était une possibilité. Coup de chance pour les enquêteurs, quelques minutes après la découverte de l'épave, un débris de première importance est retrouvé. J'envoie mon collègue faire une reconnaissance du site du crash. Très rapidement, il m'appelle pour me dire « Je pense que j'ai trouvé une boîte noire ». Cette boîte noire, c'est l'enregistreur qui restitue l'atmosphère dans le cockpit. Même si l'avion était complètement détruit, l'enregistreur de vol était relativement peu endommagé. Composées de 3 couches de matériaux en acier, les boîtes noires peuvent supporter des chocs équivalents à 3400 G, là où le corps humain ne résiste qu'à 20 G maximum. En quelques heures, les données ont été déchargées au BEA. Et leur analyse va révéler un scénario aussi inattendu que glaçant. En attendant, l'heure est au recueillement. Au lendemain du drame, les chefs d'État français, allemands et espagnols se retrouvent à proximité du lieu d'impact de l'avion. Recevoir 3 chefs d'État le même jour, ce n'est pas rien. Moi, j'étais parti, pour la petite histoire, en jean avec mes souliers de montagne. J'appelle mon épouse qui me ramène l'écharpe, le costume, de quoi m'habiller.
Bernard Bartolini est alors maire du village de Prats. C'est sur sa commune que s'est écrasé l'avion. En 24 heures, on est propulsé au centre de l'information. On est une vallée où il y a 180 habitants à l'année. Du jour au lendemain, il y avait plus de journalistes que d'habitants. On se retrouve là avec cette pression permanente des médias, la pression des autorités. Honnêtement, je ne vous cache pas que les premiers jours, j'en dormais plus, quoi. Sur le site du crash, les gendarmes aussi sont sur le pont 24 heures sur 24. Ils sont une centaine à se relayer pour trier les tonnes de débris. Un travail éprouvant. Je ramasse une carte d'identité à moitié brûlée. C'est une gamine espagnole qui doit avoir 5 et 6 ans. Je vois sa photo. Je sais qu'elle est quelque part par là, mais voilà, je ne peux rien faire. C'est ça qui est le plus difficile. 36 heures après le drame, les gendarmes vont voir leurs efforts récompensés. Au siège du BEA, les enregistrements de la boîte noire ont parlé. Mais contrairement à l'usage, ce ne sont pas les autorités qui vont en révéler la teneur, mais une journaliste. C'était un scoop énorme. Nicole Hems à Paris. Quand j'ai commencé à entendre des détails sur le contenu de la boîte noire, je n'y ai pas cru tout de suite. Vous êtes sûr? C'est pas possible. Personne n'avait envisagé qu'il puisse s'agir d'un suicide. Un pilote enfermé à l'extérieur du cockpit, titre le New York Times au lendemain du drame. Le monde est à présent au courant. L'inimaginable s'est produit. Le vol de la Germanwings s'est écrasé par la seule faute de son copilote de 27 ans, Andreas Lubitz. Je dois dire que le sol s'est vraiment dérobé sous mes pieds. On s'attend à des problèmes techniques, à n'importe quoi, mais pas à ce qu'un homme commette un meurtre de masse. C'est inimaginable. Si tu veux mourir, bois une bouteille d'eau de Javel ou jette-toi par la fenêtre. Pourquoi entraîner 149 autres personnes avec toi? Pourquoi? 48 heures après le crash, Andreas Lubitz est au centre de l'attention de Johan Condet et ses collègues. Cette enquête, elle est particulière, elle est exceptionnelle. On n'est plus sur des sujets purement techniques, on touche vraiment à l'humain et on va donc s'intéresser à sa personnalité, à ses antécédents. Andreas Lubitz est originaire de Montabaur, une petite ville à l'ouest de l'Allemagne. C'est ici qu'a grandi sa passion pour le ciel et les avions. Dès qu'il pourra, il va faire du planeur, il va découvrir ça, il va être émerveillé. De dos, aux manettes de ce planeur, Andreas Lubitz a alors 17 ans. Dans son planeur, il était maître du monde parce qu'il contrôle, parce qu'il est au-dessus, parce qu'il est intouchable. Il ne pouvait pas envisager une redescente, il ne pouvait pas envisager de quitter ce monde-là. Pour rester aux manettes le plus longtemps possible, Lubitz n'a eu de cesse de dissimuler sa maladie. 2 jours après le crash, la police perquisitionne son appartement de Düsseldorf. La première chose que les policiers trouvent dans l'appartement, c'est les montagnes de médicaments. Les enquêteurs sont tous abasourdis parce qu'il y en a des quantités invraisemblables. Des médicaments prescrits par 40 médecins différents qui sont tous arrivés à la même conclusion. Pour eux, ils n'étaient plus aptes à travailler. Dans cet appartement, ils vont trouver des arrêts maladie qui avaient été déchirés, froissés, foutus à la poubelle. S'il avait suivi les recommandations des médecins, il n'aurait pas dû être aux commandes le jour du crash. Un crash qui n'était pas le premier scénario envisagé par Lubitz. Une semaine avant le drame, le jeune Allemand entend en finir, seul. Dans son appartement, la police a récupéré sa tablette. Ils ont alors découvert qu'il avait fait des recherches sur différentes façons de se suicider.
boire de l'essence, se jeter sous un train, se tirer une balle. Il s'est renseigné sur des formes de suicide conventionnels. Seulement, 2 jours avant le crash, Lubitz revoit ses plans. Il n'est alors plus question d'en finir seul. Dans sa corbeille, il y a un écrit chiffonné où c'est écrit BCN, l'indicatif de Barcelone dans les langages des compagnies, et c'est écrit en dessous dimanche de décision, point d'interrogation. Le crash s'est passé un mardi. Le dimanche, il avait pris sa décision. Lubitz a alors multiplié les recherches, en particulier sur le verrouillage de la porte du cockpit. Ce n'était pas un acte impulsif. Il a passé beaucoup de temps à y réfléchir et à s'y préparer. Une préparation minutieuse au sol, mais aussi dans les airs. Moins de 2 heures avant le crash, lors du vol aller Düsseldorf-Barcelone, Lubitz revoyait ses gammes. C'est ce que révèle la seconde boîte noire, découverte 9 jours après le crash. La deuxième boîte noire, elle était recouverte de plein de pièces métalliques. C'est pour ça qu'en fait, qu'on n'arrivait pas à la trouver, quoi. Cette boîte noire est appelée l'enregistreur de paramètres. Quelle est la pente de descente? Quelle est la vitesse des moteurs? Quelle est la vitesse de l'avion? Tout ça, c'est enregistré. L'enregistreur de paramètres enregistre à minima les 25 dernières heures de vol, et donc les paramètres du vol, mais également des vols précédents, et notamment du vol aller. Parti de Düsseldorf, l'Airbus A320 de la Germanwings est en passe d'amorcer sa descente vers Barcelone lorsqu'à 8h19, le commandant de bord sort du poste de pilotage. Vous avez alors le copilote qui est seul à l'intérieur. Le commandant de bord, il est parti aux toilettes. On fait un vol Düsseldorf-Barcelone, il a besoin d'aller aux toilettes. Il est en escale, il a besoin d'aller aux toilettes. Il remonte dans l'avion pour le vol retour, il a encore besoin d'aller aux toilettes. Les enquêteurs se sont vraiment demandé, étant donné que Lubitz avait fait des recherches sur les diurétiques sur son navigateur internet, si il avait pu, à un moment, mettre dans son verre un diurétique. Un diurétique pour lui donner envie d'aller aux toilettes. On n'a pas de toxicologie qui a pu le confirmer sur le commandant de bord, mais bon, c'est une hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que lors du vol aller, en l'absence du commandant de bord dans le cockpit, Andreas Lubitz a répété son scénario. Le copilote joue sur le sélecteur d'altitude. Il le fera varier de sa valeur minimale à sa valeur maximale. Il va aller un peu plus haut, un peu plus bas, il va essayer différentes choses. Il va faire ça 4 fois de suite, comme s'il s'entraînait. Un entraînement que Lubitz interrompt brusquement au retour de Patrick Sondheimer dans le cockpit. Ce qui s'est passé sur le vol aller, ça peut être vu comme une répétition de ce qui s'est passé sur le vol de l'accident. Un vol retour qui reliait Barcelone à Düsseldorf, mais en suivant un autre itinéraire qu'à l'aller. Cette fois, l'avion de la Germanwings allait survoler les Alpes. Il voulait que ce soit à cet endroit-là. La vraie rencontre de Lubitz avec le ciel, c'est les Alpes. C'est là qu'il a ses premiers vols en planeur avec le club de Sisteron et qu'il est émerveillé par ça, par ces paysages. C'est là que tout s'est noué et c'est là que tout s'est terminé aussi. Un suicide méthodiquement préparé. Demeure cette question. Pourquoi emporter 149 personnes dans sa chute? Il ne s'est pas contenté d'éliminer sa souffrance, il a voulu la mettre sur la place publique. Là, le monde entier sait qui il est. Il est dans le top 5 des tueurs de masse de l'histoire de l'humanité. Un an après le drame, au terme de son enquête, le BEA a préconisé une règle simple pour tenter de prévenir ce type de scénario catastrophe. Dès qu'un pilote doit s'absenter du cockpit, un autre membre d'équipage doit venir dans le poste de pilotage. On est obligé d'être à 2 dans le poste en permanence.
À cette règle s'ajoute un suivi plus rigoureux de la santé mentale des pilotes. Mais pour les familles de victimes, il faut aller plus loin et lever le secret médical des membres d'équipage. Le problème, c'est que la protection des données personnelles passe avant la sécurité. Le secret médical passe avant la sécurité. Lubitz a consulté 40 médecins. Aucun n'a fait état de ces troubles psychiatriques à la Germanwings. Les médecins sont autorisés à briser le secret médical en cas de danger grave et imminent. Mais c'est très difficile de déterminer s'il y a un danger imminent pour la société. Avant Andreas Lubitz, d'autres pilotes suicidaires ont provoqué le crash de leur avion, avec des passagers à bord. On peut prendre toutes les mesures du monde, on n'arrive jamais à un risque zéro. Jamais, jamais, jamais. 10% de la population souffre de dépression à un moment ou un autre de sa vie. Donc il n'y a aucune raison de croire que les pilotes fassent exception. Un pilote reste un être humain. À partir de là, il est comme tout le monde, fragile. Au cœur des Alpes de Haute-Provence, sur le lieu précis du crash, une sphère dorée s'élève à présent à flanc de montagne. Une œuvre majestueuse composée de 149 pièces, en mémoire des 149 victimes. Avec ma femme, on se rend sur le site de l'accident et on pense aux enfants. On fait ça chaque année. Ça nous fait du bien. Je ne suis pas une grande croyante, mais sur place, je sens la présence de ma mère. J'ai beau avoir récupéré sa dépouille, pour moi, c'est là qu'elle se trouve. Il restait à ma mère beaucoup d'années à vivre, de choses à faire, de rêves à réaliser. Elle est partie trop tôt. Ils nous manquent. Ils nous manquent. On ne pourra jamais les remplacer. Si le drame a profondément marqué les esprits, aujourd'hui encore, les autorités jugent que le danger provient davantage de l'extérieur que de l'intérieur du cockpit. Le poste de pilotage demeure une forteresse imprenable.